D'abord, ça fait un peu théorie des jeux, quoi. Bien sûr qu'il y a de ça, bien sûr qu'il y a un problème de course à l'élection, de stratégies électoralistes qui finissent par user les partis, les mouvements. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Au-delà, derrière ça, il y a des choses plus profondes. C'est pour ça que j'ai fait juste une petite touche sur les keynésiens. Ok? Je les aime beaucoup, moi. J'ai plein d'amis keynésiens. Sans doute vous en avez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire keynésien? Bon, on va dire social-démocrate, si tu veux. Si en fait, non, mais bon. On va dire, politiquement, c'est plutôt ça, quoi. Réformiste, si tu veux. Des gens qui pensent qu'on peut sauver le capitalisme en le régulant. Ok? Taxe Tobin, tout ça, bon. Sarkozy, il veut mettre une taxe. Il est keynésien. C'est absurde. La moitié des keynésiens sont des vrais réactionnaires, en réalité. Hein. Mais bon, en ce moment, il faut dire qu'on est keynésien. Moi, je vous ai dit, en une phrase, le keynésianisme, on peut le rêver. Certes, je ne critiquerai pas ça, mais le keynésianisme n'a ni réalité ni futur. C'est ça que beaucoup de sociodémocrates ou de keynésiens n'arrivent pas à accepter. N'arrivent pas à accepter. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision complètement abstraite, complètement idéaliste de l'État. Les keynésiens, ils pensent que l'État, c'est l'intérêt général, l'État va raisonner le capital. Mais où on a vu ça? Où? Qu'est-ce que c'est? On dit tout le temps, il n'y a pas de théorie de l'État chez Marx. Mais les éléments théoriques que Marx nous a laissés sont incontestablement supérieurs à la théorie, entre guillemets, keynésienne de l'État. Incroyablement supérieurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le compromis keynésien, le nouveau compromis keynésien qu'on nous promet? C'est quoi? L'ancien, le seul en fait qui est eu, il est venu d'où? C'est-à-dire celui des 30 Glorieuses, ok, de 45 à 75 en gros, dominait le keynésianisme dans la théorie. Dans la pratique, c'était, disons, des avancées réformistes, progressistes. D'où elles sont venues ces avancées? C'est les capitalistes qui les ont concédées? Dites-moi, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les capitalistes qui se sont dit autour de la table, bon, finalement, on va être un peu plus gentils. Non, elles ont été arrachées, les avancées sociales, la sécurité sociale, la garantie d'emploi, les bons salaires. Ils ont été arrachés aux capitalistes par les luttes multiples, convergentes du Nord, du Sud et de l'Est. Oui, oui. Oui, je pense que sans l'Union soviétique, il n'y aurait pas eu ces avancées-là. Je pense que sans les mouvements de libération nationale du Sud, il n'y aurait pas eu ces avancées-là. Sans le basculement de la Chine dans le communisme, il n'y aurait pas eu ces avancées-là. Sans les luttes extraordinaires de nos parents et grands-parents ici au Nord pour ces avancées sociales, les capitalistes n'auraient rien lâché. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui contrôle la situation, ce n'est pas l'État. Ce sont les oligopoles bancaires et financiers. La Fed, la Réserve fédérale de la Banque centrale, entre guillemets, des États-Unis, appelle ça le G15. Les 10, 15, 20, 30 plus grands oligopoles financiers du monde. Okay? C'est eux qui ont repris le pouvoir. Et très certainement, ils ne sont pas disposés à des concessions. Ils ne nous feront aucune concession. Sur aucun terrain. Ni l'écologie, ni le social, ni le politique, ni le démocratique, ni le culturel, ni rien. Ça, il faut en être bien conscient. Pour être parfaitement clair, ce ne sont pas les États qui créent la monnaie.
Vous croyez ça, vous? Alors, remarquez, pour vos économies, s'il y a des économistes parmi vous, on l'enseigne même à l'université. Mais l'immense majorité de la monnaie créée dans une économie est créée par les oligopoles bancaires et financiers. Le crédit, le système de crédit, sont des banques privées qui créent le crédit. Le crédit, c'est de la monnaie. Les taux d'intérêt, vous pensez que c'est Trichet ou Super Mario à la Bouba, pardon, à la Banque Centrale Européenne, la Bouba c'était la Bundesbank, qui crée, c'est eux qui fixent le taux d'intérêt? Vous croyez ça, vous? C'est la Banque de France? La Banque Centrale? Non. Ce sont les oligopoles bancaires et financiers qui ont une position dominante, mais dominante de manière écrasante, sur les segments de marchés financiers qu'ils contrôlent, sur les marchés de produits dérivés et autres, qui déterminent le taux d'intérêt, lequel, par répercussion, s'impose aux États comme au FMI et aux autres, aux institutions. Ça, c'est très important. Ce sont même les oligopoles bancaires et financiers qui nationalisent quand ils ont intérêt de le faire. Exactement comme les dictatures latino-américaines au Chili, au Pinochet, en Argentine, en Uruguay, au Brésil, ont nationalisé quand ça rendait service à leur bourgeoisie nationale. Vous comprenez? Nationaliser, pour eux, c'était faire supporter par la nation, par le peuple, des dettes privées. C'est ça, nationaliser. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aux États-Unis, quand le camarade Bush a nationalisé, il a fait supporter au peuple états-unien le poids de la dette de sa bourgeoisie privée. Exactement comme une bonne dictature latino-américaine. C'est ça qu'on nous impose et on ne s'en rend même pas compte. C'est extraordinaire. Exactement ce qu'a fait Pinochet. Première chose qu'il a fait, nationaliser la dette privée. C'est ce qu'on nous fait. C'est ce qu'on nous fait. Vous allez me dire, on ne nous torture pas. Non. Vous avez vu ce qu'ils font en Grèce? Non, mais vous avez vu ce qu'ils imposent à la Grèce? Le salaire minimum, il est de 800 €, en gros, et il faut le couper en deux. C'est trop. 800 € c'est trop, parce qu'il est à 500 au Portugal, ok? À 700 en Espagne. Et la Grèce n'a pas le niveau de productivité pour... Je suis en train de me casser la gueule de la chaise, c'est pour ça que je bouge comme ça. Ok? C'est trop haut, 800 c'est trop haut. Alors il faut que les Grecs soient raisonnables. Hein? Il faut que les Grecs... Alors, combien ça fait depuis la bataille de Marathon, ok? Où les Grecs se sont battus contre l'esclavage pour dette. Ok, ça fait quoi, un petit peu plus de... Hein? Quoi? Ouais, 2500 même. 2500, c'était 472 avant Jésus-Christ. Ok, génial. Alors, 2500 années après Marathon, c'est l'esclavage pour dette, mais du peuple entier. Et on va pas en discuter? Évidemment qu'il faut en discuter. C'est pour ça qu'il faut leur dire aux Keynésiens, avec douceur, avec affection, on n'est pas d'accord avec eux. On n'est pas d'accord parce qu'on aimerait... Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la social-démocratie, c'est une utopie encore plus éloignée que le communisme. Vous imaginez un peu? Ils ne l'ont pas compris. Ils pensent qu'ils vont sauver leur peau. Mais il n'y a pas de concession. Les oligopoles bancaires et financiers nous font la guerre. La guerre. La guerre aux pauvres, la guerre aux travailleurs, la guerre au peuple. Ça, il faut vraiment en être conscient. Hein. On ne peut pas partir la fleur au fusil. Hein. On ne peut pas. Il n'y aura pas de concession. Ils nous foutront en l'air la sécurité sociale si on ne bouge pas. Ils nous ont privatisé. Non, EDF, mais même les ultra-libéraux d'extrême droite en Californie, ils ont écrit que le modèle de production et de distribution d'électricité publique au monde, c'était EDF. Évidemment, eux, ils ont privatisé leur électricité. Alors quand ils se retrouvaient à l'hosto avec des coupures d'électricité en plein milieu d'une opération, vous imaginez, ça arrive même aux riches hein, d'être opérés. Donc, ça, ils n'aimaient pas. Hein. Ils n'aimaient pas quand le générateur était en panne et que le mec se retrouvait avec le bistouri comme ça, le bide ouvert. Qu'est-ce que vous voulez? Ça leur arrive à eux aussi. Alors là, ils ont compris. Ah non. Non. Quand même, il y a des pays où ça marche, le service public. Ils citaient EDF. Ça ne les a pas empêchés de privatiser. Alors ça, on va leur laisser?
Non, ça, il faut le réapproprier, parce que ça appartient au peuple. Ça, c'est une chose. Ce qui nous sépare des keynésiens, je crois, c'est ça. C'est l'illusion qu'on peut réformer le système qui est en train de mourir. Ce système, ça s'appelle le capitalisme. Ok? Et dans sa version extérieure, ça s'appelle l'impérialisme. C'est violent. On ne réforme pas un système qui est en guerre. En guerre contre le peuple à l'intérieur, en guerre contre les peuples à l'extérieur. Ça ne se réforme pas. Sur l'euro, moi je regarde, si vous voulez mon avis, sur la France, je dis il faut qu'on en discute. C'est sérieux, on ne peut pas dire on sort comme ça. Il faut en discuter. Pour la Grèce, très probablement pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Portugal, ma réponse est je pense qu'ils auraient intérêt à prendre l'initiative d'une sortie de l'euro. Pour reconstituer soit une monnaie commune entre eux, soit, la France pourrait y arriver d'ailleurs aussi, hein, soit repasser à des monnaies nationales. C'est totalement faux de dire que, et beaucoup le disent, enfin, et pas tous à gauche, hein, que ce serait facile de sortir de l'euro. Non, ça je pense que c'est un mensonge. Ce serait extrêmement difficile. Mais c'est un mensonge de dire que ce serait la fin du monde dans le pays qui sortirait de l'euro. C'est un mensonge aussi. Il y a beaucoup de mensonges, hein. Beaucoup de mensonges. Moi, je regarde les expériences qui ont eu lieu. Au nord, il n'y en a pas, mais il y en a au sud. Des pays, disons, dont les gouvernements, pas tous de gauche, ont pris l'initiative d'une rupture. On fait le choix de la souveraineté nationale. Et la souveraineté monétaire, c'était une composante essentielle de la souveraineté nationale. Non ? Il y a des exemples très différents. Il y a Cuba, qui a, j'ai pas dit des modèles, hein, j'ai dit des exemples. Ils ont introduit le dollar pour sauver la révolution. Et au congrès du parti, le 5e, 97, ils ont dit « Nous dédollariserons quand les conditions le permettront ». Ils l'ont fait. Il y a eu un processus de dédollarisation. Il n'est pas terminé. On n'a pas trop envie d'en discuter maintenant là-bas, hein. Il n'est pas terminé. Mais ils ont engagé un processus de dédollarisation. L'État a gardé le contrôle sur la politique monétaire du début à la fin. Et Cuba, même dollarisé, était moins dollarisé que des pays où le dollar ne circule pas. Ok ? L'Argentine, par exemple. Parce que totalement déconnecté des oligopoles financiers, essentiellement états-uniens, qui dominent le système mondial capitaliste. Lorsque le Venezuela a pris ses distances vis-à-vis du FMI, ok ? Il n'y a pas eu une rupture brutale, mais il y a eu l'affirmation d'un refus des dictates du FMI. Dans le même mouvement, avec Cuba, la Bolivie et d'autres, il y a eu une contre-offensive. Les conditions d'un passage vers, ils appellent ça le socialisme là-bas, hein, bon, mais on l'appelle comme on veut encore une fois. Il y a beaucoup de capitalisme là-dedans quand même, hein, mais bon. Alors, au Venezuela, c'est clairement capitaliste, hein, bon. Mais c'est un processus quand même révolutionnaire, quand même de transition socialiste. Ok ? Ça a permis la création de Banco Sur, avec des pays comme le Brésil et d'autres, qui sont des pays capitalistes aussi, mais distanciation du FMI. Il y a eu l'unité de compte Sucre, il y a articulé avec des politiques de nationalisation, de réappropriation des ressources naturelles, Petrocaribe et Petroamérica, d'autonomisation, vous comprenez, d'autonomisation, de distanciation des dictates des oligopoles financiers. Est-ce que c'est un truc extraordinairement important? Oui, c'est extraordinairement important. C'est tout petit, mais c'est très important. C'est l'alternative. C'est une des alternatives qui se dessine. Est-ce que c'est une solution pour nous? Très certainement pas, c'est inapplicable chez nous. C'est à nous de chercher notre voie, c'est à nous. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il parle que des trucs
des gouvernements radicaux. Ok. Et l'Argentine, 2000, 2001, qui c'est qui a mis l'Argentine dans ce chaos-là, les journées insurrectionnelles de décembre 2000? Qui c'est qui a mis? C'est le capitalisme. C'est pas le néolibéralisme. C'est le système capitaliste qui a fracassé l'économie argentine. Ok? Fracassé. Jeter les gens à la rue, les piqueteros qui coupaient les routes et tout. Fracasser ce pays, ce peuple. Non? Avec un système monétaire qui était celui que les Anglais ont, le currency board, imposé à l'Inde au 19e siècle pendant la colonisation. Mais vous imaginez ça? Et le ministre des Finances argentin, il présentait ça comme la modernité. Hein? C'était le système financier le plus développé d'Amérique latine. C'était le système que les Indiens subissaient au 19e siècle, les Indiens d'Inde. Vous imaginez le progrès? Un jour, et c'était pas des révolutionnaires, hein? Péronistes, ils le sont tous. Bon, pratiquement, à gauche ou à droite. Mais un jour, l'Argentine a dit « Ya basta ». Cessation de paiement, d'évaluation de la monnaie, plan de conversion de la dette. Vous croyez que l'Allemagne, elle en voulait du plan de conversion de la dette de l'Argentine? Avec un gouvernement de droite, entre guillemets, de centre-droit, mais de droite. L'Argentine a dit, mais c'est une question de survie. Est-ce que ça s'est effondré? Exactement le contraire. Le pays était plombé. Cette décision de réappropriation de la souveraineté monétaire, de distanciation par rapport au diktat du FMI, ça a permis à l'économie, en moins d'un an, de repartir à la hausse. Le taux de croissance de la production repartait et l'économie est repartie. Sans être isolé dans les échanges internationaux. Okay? Il n'y a eu aucun isolement de l'Argentine. Les échanges sont repartis à la hausse aussi, les échanges commerciaux. Ok? L'Équateur, Correa, c'est pas... Tu me laisses pas, Président, j'ai un peu de temps encore? Très peu. Ah. Correa, c'est pas un... Mais j'étais comme avec Jean, hein, j'ai écouté bien tout à l'heure Jean, il dit, à la moitié du temps, il était encore au point 1. Alors, l'Équateur, Correa, qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, la révolution citoyenne, ça rappelle Mélenchon et tout, hein, bon, mais évidemment qu'il y a un processus révolutionnaire là-bas. Mais c'est pas le plus radical des gouvernements en Amérique latine, l'Équateur. Hein, l'économie est dollarisée, enfin, totalement capitaliste. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé un audit de la dette. Ils ont permis d'identifier la dette externe, des dettes dites odieuses. Vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire des dettes illégales ou illégitimes qui avaient été contractées, par exemple, par les juntes militaires néofascistes qui ont gouverné le pays il y a 30 ans. Okay? Et que le peuple doit continuer à payer. Des phénomènes de corruption incroyables, c'est-à-dire des dettes qui ne reposaient sur aucune réalité, quoi. Hein? C'était simplement de la corruption. Qu'on continue à payer aux oligopoles du Nord. Hein? Des annulations de dettes. Des annulations de dettes. Des suspensions de dettes, c'est-à-dire décision de l'État de ne pas payer la dette ou parfois de suspendre la dette. Vous savez qu'il y a un marché secondaire de la dette, ça veut dire qu'il y a un titre où on dit l'État équatorien me doit tant. Okay? Mais il y a un risque de non-remboursement de la dette. Donc, surtout, il y a des échanges de ce bout de papier sur les marchés financiers, les marchés de produits dérivés surtout. Donc, il y a des décotes, c'est-à-dire le risque pays, il sert à calculer le prix auquel ce titre est échangé entre oligopoles financiers sur le marché. Vous imaginez que quand le gouvernement suspend le paiement de la dette, le risque pays monte et le prix du titre diminue. Bon, en 6 semaines, l'Équateur a réduit de 30% le niveau de sa dette publique externe. Ok? Par la décision de gérer le calendrier de remboursement selon les intérêts du pays. Bon, toutes ces expériences, on va les ignorer ou on va les regarder en croisant les bras. Quand la Malaisie, en pleine crise asiatique, comme on appelait ça, 97-98, avec un gouvernement de droite, mais nationaliste,
a décidé de refuser, de dire non au FMI pour mener, c'est-à-dire ils ont rétabli le contrôle d'échange concrètement, hein, pour mener la politique monétaire qui, selon eux, correspondait à la défense des intérêts nationaux, le pays s'en est relativement mieux sorti que d'autres qui se sont complètement soumis aux organisations internationales. Vous comprenez? Toutes ces expériences, pour nous, ce sont des leçons du Sud. C'est ça qui est difficile à comprendre pour nous. Parce qu'en général, c'est le Nord qui donne les leçons au Sud. Mais maintenant, pour nous, progressistes, il faut tirer, pour nos luttes, les leçons d'expérience et de lutte qui nous viennent du Sud. C'est très important, sans tabou ni complexe. Ok? Démocratiquement. Alors après, il y avait la question sur l'économie, à laquelle j'aurais bien voulu répondre, et sur Sapir, sur l'euro. Bon, à la base du projet européen, entre guillemets, il y a évidemment un vice, il y a évidemment une erreur originaire. Cette erreur, c'est celle de vouloir, disons, construire une monnaie unique sans État, sans même institution politique, sociale, tu sous-entendais, mais surtout politique déjà, existante en Europe, sans qu'une Europe politique n'existe. Ça, c'est le reflet du fait que cette Europe-là a été construite contre les peuples. Antisocialement, antidémocratiquement. Bon, il est donc parfaitement logique que le projet européen, si magnifique soit-il en idée, disons, hein, mais dans la réalité totalement tournée contre les peuples, soit massivement rejeté. Massivement, pas seulement en France, mais partout. Partout. C'est surtout le reflet du fait qu'il est en crise totale aujourd'hui. Donc évidemment qu'il faut commencer par déconstruire. C'est pour ça que j'ai placé en 1, après la fin des guerres, hein, le non-respect des engagements, de certains engagements internationaux antisociaux et antidémocratiques de la France. Par exemple, il est absolument impensable de construire quoi que ce soit dans ce pays si le traité de Lisbonne continue à s'appliquer comme traité international dans la partie haute du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire s'impose y compris à la Constitution française. C'est impensable. Impensable. On ne reconstruira rien si on nous interdit de parler de services publics. Rien. Alors après, il y avait les économistes sur l'économie et tout, ça j'aurais bien voulu répondre, mais je pense qu'il faut me réinviter une autre fois, parce que là, il y en aurait pour quelques heures. Ça va mal en économie, hein, en sciences économiques, très mal. Et il vaudrait mieux que les économistes, en fait, cessent d'éduquer le peuple, et que là, pour reprendre un peu ce que Marx disait dans le programme de Gotha, critique du programme de Gotha, ce serait plutôt au peuple d'éduquer les économistes, là, très clairement. Hein. Très, très clairement. Parce que le chaos dans lequel on est, il est... Enfin, je vais vous dire juste un mot. Hein. Pour vous donner une idée, hein, 90% de mes collègues sont néoclassiques, c'est-à-dire du courant dominant en économie, okay, du mainstream, comme on dit. Dans le mainstream néoclassique, la crise ne peut pas exister en théorie. Vous voyez? C'est un petit peu si, comme en médecine, okay, on apprenait aux étudiants que la maladie n'existe pas, quoi. Donc le symptôme, en fait, bon, c'est pas grand-chose, okay, mais la maladie ne peut pas exister en théorie. Je vous le dis de manière très affirmée, et je suis prêt à développer autant que vous voudrez. Sur le site du séminaire Marx au XXIe siècle, il y a un séminaire que j'ai donné avec Jean à la Sorbonne, il s'appelle Réflexion sur la crise, où je passe en détail ça, sur la théorie de la monnaie, la théorie de la crise. Mais comprenez bien, 90% des économistes aujourd'hui nient l'existence de la crise en théorie. Okay, et le dernier prix Nobel d'économie, c'est à Sargent, c'est
aller pour ce qu'on appelle la théorie des anticipations rationnelles, c'est-à-dire une théorie qui nous dit en gros que les agents voient le futur à la perfection, c'est-à-dire comprennent à la perfection la structure, dirons-nous, hein, et le fonctionnement de l'économie dans son ensemble. Ok? Vous voyez un peu? C'est crédible? Non, c'est risible. Et prix Nobel. Donc rien à dire de plus. Je veux dire, il y a eu d'autres prix Nobel hein, en économie. Fogel en 93 qui disait que c'est un contrat entre un maître et un esclave. L'esclavage, le vrai, hein, dans l'histoire, c'est un maître, disons, et un esclave égaux, libre, rationnel, efficace. C'est un système efficace. C'est un contrat implicite qui est passé entre eux. Okay, la même année, ils ont primé aussi North, qui est plutôt de gauche, entre guillemets, si on veut, 93, qui nous dit à peu près la même chose, en théorie des contrats implicites, sur le servage. Okay, le maître fournit au serf, le seigneur fournit au serf des services pour lesquels il n'existe pas de marché. Et en contrepartie, il faut bien qu'il impose, parce qu'il y a des phénomènes de passagers clandestins, c'est-à-dire les gens n'ont rien envie de foutre, quoi, en gros. Il faut bien les contraindre un peu à travailler, les paysans, sinon ils ne travaillent pas. Okay, donc ça s'appelle le servage. Il faut une institution qui oblige un peu le travailleur, qui reçoit la justice, la défense, la sécurité de son bon seigneur, plus des chaussettes, des fois, de sa femme, quand elle a le temps, hein, parce que il faut bien le contraindre, donc ça s'appelle le servage. Mais la relation entre les deux n'est pas un rapport de force. La relation, c'est un contrat qui n'est pas signé sur un papier, donc il est implicite, okay. Mais les agents économiques sont libres, rationnels, efficaces, égaux. Ça, c'est la base de 90% des travaux en économie. Qu'est-ce qu'on va faire avec un truc pareil? Qu'est-ce qu'on va même discuter de ça? C'est juste pour rigoler, quoi. Sauf que c'est ça qu'on enseigne dans les facs d'éco. Hein. Et c'est ça qui a les prix Nobel. Écoutez, il y a, enfin, d'abord, je vous le dis vraiment très sincèrement parce que je ne peux pas faire autrement que de vous dire que ça me plaît vraiment beaucoup l'ambiance qu'il y a dans cet amphi aujourd'hui. Alors vraiment, encore merci aux organisateurs et à toutes et tous d'être ici et de réfléchir comme vous réfléchissez, parce que ça va vraiment tous nous booster, comme on dit, les uns les autres. Les unes les autres aussi, d'ailleurs. Ça me plaît beaucoup, quoi. Ça veut dire, je suis en train de vous dire que je suis d'accord avec quasiment toutes les interventions. Bon, donc ça va déjà faciliter le travail. Mais il y a des choses que je voulais préciser. Ce ne sont pas les dettes qui sont souveraines, hein, ce sont les peuples. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand je dis que c'est au peuple d'éduquer les économistes, je le crois très profondément, ce n'est pas une formule. Hein. L'économie, elle changera en tant que science et en tant que réalité par la rue, pas par les amphis d'université. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. C'est pour ça que l'éducation, elle se fait surtout dans un sens, c'est pas tellement dans l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être des bleus complets en économie. On ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, évidemment qu'il y a eu le précédent de l'Union soviétique pour la dette. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on n'a même pas besoin de remonter si loin. Des pays beaucoup moins, infiniment moins radicaux, à gouvernements moins radicaux, ont pris des décisions similaires. C'est pour ça que j'ai parlé de l'Équateur ou de l'Argentine ou de la Malaisie. C'est pas l'Union soviétique du tout, hein, ni la Russie soviétique, du tout. Ça veut dire qu'on doit aussi réfléchir à la façon dont la façon de le faire aujourd'hui. Okay, on peut pas faire n'importe quoi concrètement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, voilà, il y a la dette publique, on ne la paye pas. Ça n'a pas de sens. Par contre, engager un processus de rapport de force démocratique, orienté vers des finalités sociales,
d'audit, d'exiger un audit de la dette, de définition de qu'est-ce qui est une dette remboursable, qu'est-ce qui est une dette que l'on refuse de rembourser parce qu'elle est tournée contre le peuple, parce que ce sont des dettes d'oligopole bancaire et financier, c'est à eux de payer, pas au peuple. Ça c'est un processus. Utilisation de décisions du pouvoir d'État, utilisation de mécanismes de marché quand c'est nécessaire, combinaison intelligente. C'est ça qu'il faut commencer à faire. Ça s'appelle du rapport de force. Ça s'appelle de la lutte politique. C'est pas seulement un volontarisme idéaliste, disons. Mais il y a des choses techniques qu'il faut comprendre. Il y a la primauté du politique et il y a le rapport de force. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de conditions. Mais je vous dis, on doit, ni sur la dette, ni sur aucun sujet, ni sur l'euro, on va sortir de l'euro sans en avoir discuté avant, sérieusement, avec des politiques, avec des économistes, avec tout le monde, avec le peuple. Ok? Parce que concrètement, il faut quand même que vous... Enfin, on ne peut pas éviter ça. Hein. Chaque fois qu'un peuple a divergé, c'est-à-dire a pris son destin en main, ça a été la guerre contre lui. Non? Vous avez remarqué ou pas? Partout. Mais même un tout petit peu. C'est-à-dire, même celui qui disait « je vais donner un verre de lait à tous les gamins à l'école », lui, on le menaçait de guerre ou d'un putsch militaire néofasciste, ok? Qui s'appelle Allende, qui s'appelle Castro, qui s'appelle Chavez, qui s'appelle tous les autres réunis, tous, les Coréens, les Chinois, partout. Et même les révolutions qui n'ont pas réussi, ok? C'est la guerre. C'est très important de prendre conscience de ça, ok? On ne peut pas dire « on fait ». Non. Non, il faut discuter démocratiquement, il faut renforcer la gauche, et elle ne pourra être renforcée que dans le débat démocratique. Ok? Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a, j'aimerais que ça se passe comme tu dis, j'aimerais, tu as raison sur le fond, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Ça veut dire, c'est pas le capitalisme d'un côté, un trait, le socialisme de l'autre côté. Ça marche pas comme ça. Exactement comme on ne peut pas dire d'un côté c'était l'esclavage, puisqu'on a parlé de ça, de l'autre côté c'était le salariat. Non! Très précisément, le système mondial capitaliste utilise toute la gamme des contraintes du travail. Quand c'est l'esclavage, ça existe aujourd'hui. Hein. Le salariat avancé, disons réformiste, ça existe aussi. Mais entre les deux, il y a toute une gamme que vous connaissez par cœur. Par cœur, non? Qui passe par la précarisation, qui passe par... Bon, il y a toute une gamme entre l'esclavage et le salariat. Aujourd'hui, pareil pour le socialisme, le capitalisme et le socialisme. Je suis en train de te dire, évidemment que normalement, comme tu dis, c'est le monopole du commerce extérieur, donc ça ne se pose que dans un cas. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Il suffit de regarder où est-ce qu'il y a des transitions socialistes aujourd'hui. Bon, il y a... Cuba, il y a le Vietnam, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord, il y a... Bon, ok, ça, on connaît, on peut en discuter, mais on connaît. Mais les nouveaux, ceux qui se revendiquent du socialisme aujourd'hui, c'est qui? C'est en Amérique latine, concrètement. C'est le Venezuela, c'est la Bolivie, c'est l'Équateur, c'est bon. Nicaragua, si on veut. Bon. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Même en matière monétaire, il y a une lutte des classes. Non? Vous le remarquez? Violente. Il y a un président élu, par exemple au Venezuela, Hugo Chavez. Il y a un État qui, théoriquement, doit obéir au président. Une administration qui, dans la réalité des faits, échappe en très grande partie au gouvernement révolutionnaire. Vous comprenez? L'administration, dans ses composantes les plus importantes et les plus décisives, n'obéissent pas au gouvernement révolutionnaire. Ça, on le nie, on ne le regarde pas, ou on l'affronte. Ça veut dire, c'est beaucoup plus grave qu'on était en train de le dire. Ça veut dire, la nationalisation, ça ne suffit pas. Le Venezuela, c'est le pétrole. L'économie vénézuélienne, c'est le pétrole. Le pétrole, il était nationalisé bien avant Chavez. PDVSA, c'était une compagnie d'État. Une compagnie d'État vénézuélien complètement tournée contre le pays, c'est-à-dire qui violait les quotas dans l'OPEP et tournée contre le peuple vénézuélien, c'est-à-dire totalement contre l'alimentation du budget par la fiscalité, par
contre les services publics. Donc on a un cas où le gouvernement est révolutionnaire, se revendique du socialisme. La compagnie est nationalisée, était nationalisée, mais échappait au contrôle de l'État révolutionnaire et était même tournée contre le gouvernement révolutionnaire, tournée contre le pays. Donc ça veut dire qu'il y a eu une lutte terrible, il y a même eu un lockout, il y a eu un boycott complet de cette compagnie, de non-approvisionnement en pétrole, la grande distribution au Venezuela, vous en avez entendu parler. Après le coup d'État en 2002-2003, les classes dominantes qui continuaient à rester économiquement dominantes malgré le processus révolutionnaire au Venezuela, ont mené la guerre au gouvernement. Après l'avoir affronté par un coup d'État néofasciste avril 2002 dont vous avez entendu parler. Hein. Bon, ça n'a pas suffi, donc ils ont remis encore le combat sur le plan économique cette fois-ci. Bon. Il a fallu une lutte dans la compagnie d'État PDVSA pour la récupérer alors même qu'elle était nationalisée. Vous comprenez ? Je suis en train de vous dire que sur l'inflation, sur tout, sur les nationalisations, sur la monnaie, sur la circulation, le marché noir, sur la fixation des prix, sur tout, la lutte des classes continue dans le processus révolutionnaire. Ok ? Ça ne suffit même pas qu'il y ait un gouvernement révolutionnaire. On sait maintenant, la gauche sait prendre le pouvoir d'État, mais pas encore l'exercer. Ça, on n'a toujours pas appris. Enfin, dans cette nouvelle vague, pardon, hein, je ne parle pas de la Chine, c'est autre chose. Dans la nouvelle vague des processus de transition socialiste récente, disons, des années 2000, hein, en Amérique latine principalement. Ça, c'est une chose très importante à comprendre, très importante. Ça veut dire que tout est compliqué, tout, y compris par exemple la réforme agraire. Au Venezuela, la terre n'est pas d'État, hein, la terre est privée. Bon, alors, évidemment, les camarades chinois, les camarades vietnamiens, ils arrivent et ils disent, bon, c'est super, alors vous faites une réforme agraire, vous donnez la terre aux paysans, dans les conditions qu'on a décrites ce matin, hein, bon. Et ça va s'améliorer. Mais où ça va s'améliorer? Il n'y a pas de paysans au Venezuela. Pourquoi? Parce que l'insertion pétrolière du pays sur un siècle, la spécialisation pétrolière du Venezuela, a détruit complètement le paysanat vénézuélien. 85% de la population vit dans les 5 plus grandes villes de la côte. C'est incompréhensible pour un Chinois, incompréhensible pour un Vietnamien. Pareil à Cuba. La spécialisation sucrière, l'esclavage, la domination, la guerre que les grands propriétaires sucriers à Cuba ont menée à la petite paysannerie a détruit massivement, pas complètement, mais massivement la paysannerie cubaine. Donc il y a un vrai problème, y compris pour discuter de réforme agraire à Cuba, y compris pour discuter d'autosuffisance alimentaire à Cuba, et encore plus au Venezuela. Vous comprenez? Les niveaux de complexité, je vous l'ai dit à un moment, sont extrêmes, extrêmes. Il faut vraiment considérer chaque cas comme unique. Il faut accepter qu'il y ait des mélanges, qu'il y ait des mécanismes de marché sans capitalisme. Comme Cuba, jusqu'à il y a peu, je peux tenter le coup, je dis, jusqu'à il y a peu. Il semble qu'avec le 6e congrès du parti d'avril 2011, des éléments de capitalisme, et non plus seulement des éléments de mécanisme de marché, aient été réintroduits à Cuba. Comme tu as dit, rétablissement du capitalisme, c'est compliqué. Et il est évident que des éléments de capitalisme existent en Chine. C'est évident. Est-ce que ça suffit à définir l'économie chinoise comme capitaliste? Qui oserait dire ça? Toi? Alors dis-moi, dans quel capitalisme tu as une propriété d'État de la terre? Et dans quel capitalisme? Non, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est ce qui permet simplement aux Chinois de manger. Tu vois? Ce qui n'est pas le cas en Inde. En Inde, la terre est privée. Il n'y a pas d'accès à la terre. On meurt de faim. Ok? D'ailleurs, un tiers du territoire est en guérilla, en gros. En Chine, il y a des luttes paysannes. Souvent à l'extérieur du Parti communiste, d'ailleurs. Contre quoi? Contre des tendances, peut-être majoritaires, à l'intérieur du Parti communiste pour la privatisation de la terre. Mais le courant maoïste à l'intérieur du parti, qui est majoritaire au dernier congrès de la jeunesse, vous savez ça? C'est l'aile gauche dans le parti chinois, des jeunesses chinoises, qui a gagné. Hein? C'est le courant maoïste qui a gagné au dernier congrès. C'est pas la droite, hein? Et à l'extérieur du parti, des masses auto-organisées de paysans, de travailleurs paysans, souvent sur des bases maoïstes, fidèles à la révolution,
je suis pas en train de vous faire un éloge du maoïsme, hein. Je vous le dis franchement, je m'en fous des étiquettes, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est l'essentiel, que les gens mangent et vivent dignement. Ok? Bon, c'est ça qui permet de garder la terre publique. C'est ça qui permet à l'immense majorité des Chinois de manger aujourd'hui. Est-ce que ça c'est le capitalisme? Non. Le capitalisme c'est le contraire. L'histoire du capitalisme, c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas d'avenir. Le capitalisme n'a absolument pas d'avenir. Absolument pas. L'illusion au sud, dans les pays émergents, réémergents, mieux, ok? En Russie même, en Chine, souvent, à un moindre degré, mais au moins les composantes de droite à l'intérieur du parti. En Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, la plupart de ces classes dirigeantes des pays réémergents pensent que la stratégie de voie capitaliste, c'est la meilleure. Pas de futur. Pas de futur. C'est quoi l'histoire du capitalisme? Je vais réussir cet exploit quand en 1 minute, vous racontez 5 siècles de capitalisme. Ok? 14e, 15e, 16e siècle. Ça naît là, hein, en Europe occidentale. Expropriation des paysans. Appropriation privée de la terre. Expropriation des paysans. Libération, entre guillemets, de masse colossale de paysans. Révolution industrielle qui commence tout doucement. Ok? Absorption d'une partie de ces paysans libérés, c'est-à-dire expulsés. Ok? Les grands, par l'industrie, ça suffit pas. Les grands bidonvilles, ok? Division de la classe ouvrière, non? Racisme, idéologie raciste. Les Anglais qui commencent à détester les ouvriers irlandais, non? Ça vous dit rien? Le racisme, la colonisation. C'est quoi l'histoire du capitalisme? Expropriation des paysans et accentuation des contradictions internes du système capitaliste qui n'ont pu être résolues que comment? Par l'expulsion de masse de pauvres pour la colonisation. Conquête de l'Europe blanche, du monde. Ça donne l'Amérique, toute l'Amérique, du Nord, du Sud, ça donne l'Australie, ça donne une partie de l'Afrique du Sud, ça donne le Canada, ça donne la Nouvelle-Zélande, ça donne tout ça. Ok? Comment on va répéter ça? S'il n'y a pas la propriété publique de la terre, ça c'est un élément de socialisme fort. Mais dans une économie qui est largement à dominante capitaliste. Mais c'est pas du capitalisme. C'est pas du socialisme non plus. C'est mixte. C'est cette complexité-là qu'il faut, cette singularité-là qu'il faut capter. Sinon, on passe au travers. On capte pas l'essentiel. Ok? Ça, c'est impossible. Si les paysans, si les camarades indiens n'arrivent pas à dépasser leurs contradictions, n'arrivent pas à obtenir la terre, l'accès libre, la terre publique, il n'y aura pas de résolution des contradictions du capitalisme indien à l'intérieur. Où ils vont aller les Indiens, les paysans indiens expulsés, à part se suicider? Où ils vont aller? On va les envoyer sur la Lune, sur Mars? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'avenir pour le capitalisme. Il faut être tout à fait, absolument clair là-dessus. Absolument clair. Ça veut dire qu'il n'y a à ma connaissance, une seule voie, c'est celle du socialisme. Le nôtre, une vraie transition socialiste menant, comme j'ai dit, à l'émancipation totale, au communisme. Ok? Il n'y a que cette voie-là. Mais cette voie-là, elle n'est pas... On ne la téléguide pas, hein? Elle n'est pas... programmé à l'avance, on suit le truc, tel jour on fait ça. C'est pas comme ça, c'est la lutte. La lutte aussi et surtout quand la révolution a triomphé. Tu comprends? Comme c'est compliqué ça. Comme c'est compliqué. Alors, je termine en disant une chose. Il y a des problèmes, tu as soulevé des problèmes fondamentaux, tu vois. Le problème aussi du caractère formel ou réel, tu l'as dit aussi, tu vois, du socialisme. C'est pour ça que je parle de transition. Si la révolution gagne, on n'a plus la contrainte monétaire du capitalisme, ok? On n'est plus obligé de se lever le matin pour aller travailler, parce que si on n'y va pas, on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas manger. Si on ne mange pas, on meurt. En gros, c'est comme ça que marche le capitalisme. Hein? C'est pas un flic qui vous fait vous lever le matin. C'est simplement que si vous n'y allez pas, c'est pour ceux qui ont du boulot. Ils meurent. C'est simple. C'est simple, on meurt. Bon, le socialisme, c'est autre chose, c'est pas l'exploitation. Mais il faut une contrainte pour faire travailler les travailleurs. Et ça c'est l'État.
Tu vois, on retombe sur les vieilles discussions de Marx, le dépérissement de l'État. Bon, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'il y a un problème d'incitation au travail. Tu vois? Parce que plus tu te rapproches du communisme, plus c'est génial. C'est l'émancipation. Moins tu as envie de travailler. Hein. Tu n'as pas envie de descendre à la mine. Hein. Tu n'as pas envie d'aller travailler au champ. Mais il faut le faire. Comment on fait pour que ce soit juste? Vous voyez, il y a des questions théoriques, il y a des questions politiques, pratiques. Tout ça mélangé. En tout cas, pour aller vite, pour terminer. Sur le Front National, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire très grave. Très grave. Ok? Certains sondages donnent 31, 32, 35% de sympathie pour les thèses du Front National. Ok? Ils sont peut-être autour de 20%. Évidemment qu'ils ont pris des voix dans la classe ouvrière. Mais il ne faut pas meurtrir encore un peu plus cette classe ouvrière, hein, les prolétaires ou les pauvres, enfin on l'appelait longtemps.